Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau tutoriel pour MuseScore. Aujourd'hui on va parler de l'élaboration d'un conducteur et de parties d'orchestre. Et pour commencer, on va parler du choix des sources. Où est-ce qu'on recopie ces notes de musique, ces durées, ces hauteurs? Et bien pour ça, on va régler ce problème dès maintenant en parlant des manuscrits. Lorsque c'est possible, on peut accéder en ligne aux manuscrits de certaines œuvres, en l'occurrence ici la 31e symphonie de Mozart. Son manuscrit est disponible sur l'IMSLP. Donc je suis sur l'IMSLP sur la page de la 31e symphonie de Mozart, donc celle qui m'intéresse. Et là il est précisé, donc Partial Holograph Manuscript, donc c'est le fichier du manuscrit, qui a été numérisé. Final Movement is a copyist manuscript. Le dernier mouvement n'est pas de la main de Mozart, mais d'un copiste. Donc, ça pose une certaine question quant à la légitimité de ce qui est sur le papier. Néanmoins, il s'agit d'un copiste qui est contemporain de Mozart. Donc, son écriture, la façon dont il écrit la musique, correspond à l'époque de Mozart et donc est assez intéressante de ce point de vue-là. On voit la disposition qui est assez particulière, qui ne correspond pas du tout à notre disposition d'instruments actuels et contemporaines, avec d'abord les deux violons, l'alto, les bois par deux, et qui ont chacun deux portées. Des corps, alors ici, les cuivres n'ont jamais d'armure, donc en fait ils prennent la tonalité du mouvement, lorsque ce n'est pas écrit, donc là les corps et trompettes sont en ré, et ça va se confirmer par la suite. Trombone, ça veut dire trompette, ça veut surtout pas dire trombone. Trombone, c'est trombone. Ici les timbales, ici les bassons et ici les basses, à savoir donc violoncelle et contrebasse sur la même portée et qui jouent donc les mêmes notes. L'avantage de recopier la musique depuis le manuscrit, ça nous donne une certaine proximité avec l'œuvre, une certaine confiance en ce qui est écrit et finalement une certaine fidélité historique, si j'ose dire, par rapport à la musique, par rapport à la notation. Pour ça que personnellement j'ai choisi de recopier la partition, le conducteur, avec l'ordre ancien des instruments. Toutefois, j'ai quand même fait une portée pour les deux flûtes, pour les deux hautbois et les deux clarinettes, et simplement, voilà, j'écris A2, c'est la seule chose que je me suis permis de faire. Particularité de ce manuscrit, c'est qu'il contient des articulations que nous n'utilisons plus vraiment, comme par exemple, justement, ces traits verticaux, qui ne sont pas des points, mais des cailles, des gouttes. C'est-à-dire ce genre de petits traits qui ne signifient en aucun cas staccatissimo. Il ne faut pas faire très sec et comme ça. Non, non, c'est un son qui est relativement léger, mais pas très sec comme on peut le croire. Le manuscrit cependant n'est pas infaillible. On peut voir lors des tournes, par exemple, qu'il y a des interrogations quant aux liaisons des tenues. Ici, par exemple, on voit qu'il y a très clairement une liaison. Est-ce que cette liaison continue, sachant que c'est la même note? Est-ce que cette liaison continue ou pas? Eh bien là, ce sont des questions qu'on peut se poser. Donc ce genre de problème ici n'est pas très grave. Il y a des problèmes qui sont, eux, beaucoup plus importants. C'est des problèmes de notes en elles-mêmes. Je pense notamment à cet endroit-là, où nous sommes sur un accord de dominante qui se résout sur le deuxième ton de la mesure. Et là, le copiste décide, dans son violon 1, de résoudre sur le premier temps, tandis que tous les autres ont un retard. On se retrouve avec un accord ici du premier degré, alors que ici nous avons une sensible qui n'est pas résolue, et ici la quinte de la dominante qui n'est pas résolue non plus. Il faut croire ici que le copiste en fait tout simplement s'est trompé, puisque si on respectait ce qui est écrit, ça donnerait un double accord qui est pas vraiment audible. Une chose importante aussi, c'est qu'il faut s'équiper, à côté du manuscrit, d'une édition critique, si cela est possible. Lorsque le travail est déjà fait, là, pourquoi pas le consulter. Et effectivement, là, le choix qui a été fait, c'est de corriger le copiste en mettant le bon accord. Je dis le bon accord parce qu'en fait, cet enchaînement se répète une seconde fois, et là, le copiste met cet enchaînement, et semble même avoir effacé certaines notes. Donc on est en droit de se dire que la première fois, eh bien c'était une erreur, et donc nous avons besoin de le corriger. Tout simplement. Autrement, harmoniquement, ça n'a pas vraiment de sens, et c'est assez peu audible. Voilà.
Alors là, nous avons la chance de trouver le manuscrit directement sur l'IMSLP, puisque des gens l'ont publié afin qu'il soit mis en avant. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, ou alors les fichiers sont pas toujours de très bonne qualité. Et donc là, il faut trouver le manuscrit soi-même. En l'occurrence, pour la première symphonie de Louise Farinck, elle est disponible sur Gallica. Sur Gallica, donc c'est un site qui appartient à la BNF, à la Bibliothèque nationale de France, où on trouve des partitions, des documents numérisés. Et ça, c'est vachement bien, puisque ça nous permet de ne pas nous déplacer en fait, jusqu'à la bibliothèque Richelieu ou je ne sais où, pour consulter ces partitions. Et on peut zoomer à volonté, et là, l'image est de très bonne qualité. Toujours est-il que, effectivement, si l'on télécharge le document en PDF, c'est le problème avec Gallica, c'est qu'ils exportent les documents en PDF avec une très très mauvaise qualité. Les partitions sont souvent assez peu lisibles, tout est pixelisé, donc il vaut mieux rester sur le site directement. Voilà, et zoomer à volonté sur le document en haute qualité, et c'est très bien comme ça. Voilà, et ensuite on n'a plus qu'à se diriger de page en page. Et ainsi on peut, comme ça, recopier la partition au propre. Et autant pour Mozart, on peut se demander de l'utilité de recopier cette partition, mais comme je le dis, bon, c'est pour un usage personnel, et donc je tiens à m'approprier la partition dans ses moindres détails. Autant pour la symphonie de Louise Farinck, eh bien je ne connais pas de version numérisée sur l'IMSLP. Sur l'IMSLP, en fait, il y a très peu de choses de Louise Farinck, et donc recopier la partition, là, cette fois-ci, prend tout son sens, puisqu'une fois que ce sera fait, eh bien, je pourrais la publier sur le site de l'IMSLP. Et ça permettra donc justement de partager ce répertoire qui est, à mon sens, bien trop peu accessible. Il y a des fois où les manuscrits ne sont absolument pas disponibles. Je pense à certains manuscrits de Boieldieu, où je recopie par exemple son concerto pour harpe, et il n'y a pas de manuscrit disponible sur le net. Et donc soit le manuscrit est perdu, soit le manuscrit est présent dans des bibliothèques réservées aux chercheurs ou appartiennent à des particuliers, je ne sais pas. Je n'ai trouvé que cette édition-là. Donc c'est une édition qui date de 1939, donc est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que c'est fiable historiquement? Je n'en ai aucune idée. Mais malheureusement, je vais devoir me contenter de ça. Et donc la partition ici d'assez mauvaise qualité, elle est lisible, mais de près c'est assez catastrophique. Et le matériel sur l'IMSLP n'est pas terrible, et il n'y a même pas l'intégralité des bois. Donc là, pareil, il s'agit donc d'un travail relativement utile pour publication. Donc, nous avons vu comment obtenir une source fiable, plus ou moins fiable, à savoir le manuscrit autographe, le manuscrit d'un ou une copiste, ou bien, dans d'autres cas, des éditions plus ou moins récentes, plus ou moins proches du compositeur. Maintenant, la prochaine étape, effectivement, ça va être de faire les parties, et notamment de voir pour les cuivres si l'on transpose ou pas dans un ton plus contemporain, à savoir en si bémol pour les trompettes, si bémol ou ut d'ailleurs, et fa pour les corps, ou bien si l'on garde la partition dans le ton original, et donc si les musiciens ont à transposer ou pas. Ça, c'est une autre interrogation, et nous la verrons plus tard. Bonne journée à toutes et à tous.